il y a eu la CEDEAO. C'était, si vous voulez, le principal point d'achoppement avec la CEDEAO qui voulait une transition expéditive, qui a prononcé des sanctions et tout. Alors, nous, on veut savoir comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Moi qui fais un peu le tour de l'Afrique, j'ai échangé avec des politiques et tout. Comment ça s'est passé au début avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO s'est montrée ouverte ou dès le départ, la CEDEAO n'a pas voulu vous écouter? Bon, je dois dire que la première phase de la transition à laquelle je n'ai pas pris part, après les changements qui sont intervenus, je sais que les premiers pas ont été assez conciliants avec la CEDEAO parce que les pays et la CEDEAO ont pu trouver une feuille de route pour pouvoir avancer ensemble, une transition consensuelle, un président civil, un premier ministre civil. Donc, je pense qu'il y avait quand même un espace de travail. Là où les choses ont changé, je pense avec l'arrivée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à l'époque au colonel, donc qui a pris un peu les rênes du pays, qui voulait un travail de fondation qui voulait amener le pays dans une autre direction de changement réel et pratiquement de rupture avec certaines pratiques qui existaient. Donc, les choses ont commencé à être compliquées à partir de cet instant. Mais je pense que ce qu'ils voulaient aussi, c'était l'autonomie du pays parce qu'ils voyaient qu'on avait fait des choix sécuritaires comme des choix en matière de développement qui ne nous amenaient que dans le mur, on ne va pas s'en sortir. Et surtout, les choix sur le plan sécuritaire allaient amener inéluctablement à la partition du pays. Et je pense que ces éléments ont contribué certainement et la CEDEAO n'avait pas une bonne lecture de la situation. Sa seule lecture était organiser des élections pendant que nous parlions de reconstruire un État. Donc je pense que ces deux visions allaient de manière antagoniste. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est... Parce que les gens qui ont lu un peu la situation ailleurs, ce sont les mêmes qui ont lu ici. Est-ce qu'il y avait seulement un problème de lecture de la CEDEAO? Il y avait un problème de lunettes, certainement. Hein? Il y avait un problème de lunettes parce que nous pensons que c'était des lunettes peut-être françaises ou autres qui étaient utilisées pour regarder notre situation. Il y avait beaucoup d'interférences extérieures parce que le problème que nous avions ici, c'était essentiellement avec l'ancienne puissance coloniale, donc qui instrumentalise nos organisations pour obtenir un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça, ce n'était pas un secret pour nous, parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes, et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. Et on va demander à la CEDEAO de vous foutre la paix. Donc à partir de cet instant, et des actes qui sont posés, les fermetures des frontières, et essayer de créer des sanctions économiques, physiques, pour amener à des renversements, je ne pense pas que des pays voisins, des pays frères, puissent avoir intérêt à faire ce type d'ajustement s'il n'y a pas d'autres enjeux. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Son Excellence Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a donné une interview sur la chaîne de télévision Vox Africa TV. Cette interview existe sur la chaîne officielle de Vox Africa et je vous invite de partir la revoir parce qu'elle est réellement importante. C'est une interview qui dure à peu près 1h45, 1h50, mais je vous l'assure que ça vaut le coup parce que lors de cette interview, ils ont abordé des thèmes qui nous intéressent tous, à savoir la relation qui existe entre le Mali et la France ou bien entre la France et les pays de l'AES, une relation qui se dégrade de jour en jour, mais concernant cette situation, il a apporté aussi une précision en disant que ils ne sont pas contre les Français ou bien qu'ils ne sont pas contre la France. Mais plutôt, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de protéger leur intégrité territoriale et de protéger leurs intérêts. Tout comme ce que la France est en train de chanter à longueur de journée, que leur intérêt est menacé dans les pays africains. On se demande quel intérêt, jusqu'à présent, on ne le sait pas. Lors de cette interview, M. Abdoulaye Diop nous a parlé aussi des raisons de pourquoi est-ce que
Le Mali et les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, une organisation qui ne joue plus son rôle, une organisation qui existe mais que par le nom. Nous avons vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau où M. Umaru Embalo Sissoko était en train de menacer cette institution qui devait être là pour, diriger ou bien pour ramener à l'ordre ces présidents africains. Hélas, nous voyons que ça a perdu toute sa valeur et même un président d'un petit pays comme la Guinée-Bissau est en train de menacer cette CEDEAO qui reste, sans force, sans rien faire. Dans cette vidéo, ce qui a attiré plus mon attention, c'est cette révélation de M. Abdoulaye Diop vers la fin de cette vidéo, où il était en train de dire qu'il y a des puissances étrangères qui sont en train de manipuler, de pistonner cette CEDEAO, qui sont venus les voir pour dire que il faut chercher la Russie de votre pays et à notre tour, on va dire à la CEDEAO de vous laisser tranquille, de vous laisser faire le nombre d'années que vous voulez pour diriger cette transition. Parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. Et on va demander à la CEDEAO de vous foutre la paix. Donc à partir de cet instant, il y a des actes qui sont posés. Les fermetures des frontières et essayer de créer des sanctions économiques, physiques pour amener à des renversements, je ne pense pas que les pays voisins, des pays frères, puissent avoir intérêt à faire ce type d'ajustement s'il n'y a pas d'autres enjeux. C'est quand même pathétique, mais c'est réel. C'est tout ce qui nous pousse à croire à tout ce qu'ils sont en train de dire, en nous disant que la France non seulement est en train de les déstabiliser, mais que la France est en train de jouer un rôle important dans ce qui se passe, des décisions d'embargo qui ont touché les pays de l'AES. Et quand on lui demande aussi pourquoi est-ce qu'ils ont cherché les Français sur le sol malien, je vous invite à regarder sa réponse. On essaie vraiment de ne pas centrer tous nos problèmes autour de la France, même si la France est au centre de beaucoup de problèmes dans nos pays. Parce que c'est la base. Parce que nous, le problème fondamental qu'on a, c'est par rapport à l'unité de notre pays. Et nous savons que la France a une main pour soutenir des groupes qui cherchent la partition du pays. Et bon, et puis on peut se demander aujourd'hui en Afrique, pourquoi ce sont les pays francophones qui essentiellement connaissent ces problèmes? Parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a un système jacobin de colonisation qui a été mis en place et qui est différent du modèle dans d'autres pays et qui a laissé des séquelles extrêmement graves qui font que nos pays sont restés d'éternels adolescents qui n'ont pas pu grandir et que parce que le contrôle sur nos économies, sur nos systèmes politiques est tellement fort que quel que soit ce qu'on tente pour pouvoir faire là, il y a cette chape-là qui existe quelque part. Mais, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la France parce que il y a quelques jours, j'étais dans une conférence, je disais la même chose que bon, nous-mêmes, nous sommes comptables. Parce que j'expliquais que bon, quand ceux qui sont venus immédiatement après les indépendances, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bon, quand le colon est parti, nous-mêmes, on a mis les chaussures du colon et on a traité notre population comme le colon nous traitait. Donc, je pense que nous avons nous-mêmes aussi une responsabilité d'avoir contribué, parce que nous, Africains, ou certains d'entre nous, ont contribué à perpétuer ce système parce qu'ils ont un intérêt dedans. Donc, je pense que leur responsabilité est grande, mais comme il y a un adage qui le dit chez nous, quand un lézard entre dans un mur, c'est qu'il était fendu. Donc, je pense que nous avons créé le terreau à cela. Alors, je voudrais revenir sur un point précis. C'est-à-dire que pourquoi, à un moment donné, vous refusez la France? Pourquoi vous refusez les deals de la France? Parce que quand la France sent qu'elle est en train de perdre pied, elle entre en négociation, elle essaye effectivement de vous convaincre de rester avec elle au détriment notamment des Russes. Pourquoi à ce moment-là, vous refusez la main tendue de la France? Bon, je tiens juste à clarifier un peu. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des liens historiques entre la France et l'Afrique, entre la France et le Mali. Nous nous exprimons en français. Nous nous exprimons dans leur langue, même quand nous sommes fâchés contre eux, nous le disons en français. Bon, donc je pense que entre les peuples français et les peuples africains, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Notre problème, c'est vraiment sur le plan politique. C'est des décisions politiques. C'est des décisions de l'État français
qui pose problème par rapport à son attitude vis-à-vis de nous. Hein, et en nous traitant d'une façon condescendante, irrespectueuse, et aussi de penser pratiquement que nous ne sommes pas des États souverains, qu'elle peut décider pour nous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que ce sont ces attitudes-là que nous avons dénoncées. Si la France change de posture, mais nous n'avons absolument aucun problème parce que, comme nous l'avons indiqué, notre engagement avec les pays sont fondés sur 3 principes majeurs que le président de la transition a déclinés, qui sont aujourd'hui des principes constitutionnels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Tout pays, y compris la France, qui observe ces lignes, nous n'avons pas de problème de nous engager avec ces pays, mais ça doit se faire dans la sincérité. On ne peut pas travailler avec le Mali, contribuer à répandre le terrorisme, aider des groupes séparatistes qui cherchent la partition du Mali et en même temps être ami du gouvernement pour la stabilité. Mais la France refuse ça. Elle dit, la France dit que ce sont des accusations fallacieuses, que vous n'avez pas d'éléments de preuve qui pourraient prouver, permettez-moi de dire ça comme ça, son implication par rapport au développement du terrorisme ou son soutien aux groupes armés. Où en est-on avec cette histoire de preuve que le Mali détiendrait contre la France? Bon, ce que nous avons, il y a des tonnes de preuves. Je crois que le gouvernement a déjà fait un communiqué avec une liste d'infractions ou des violations de notre espace aérien, de transport de groupes terroristes sur notre territoire. Je pense qu'il y a énormément d'éléments qui se passent sur le terrain. Je vous rappelle que le président Goïta, ses compagnons et d'autres ont été sur le terrain témoins d'actes de duplicité sur le terrain par rapport à ça. Et je pense que les actes de déstabilisation qui sont venus après, parce qu'on a fait d'autres choix politiques, sont bien documentés, sont légion. C'est pourquoi d'ailleurs, en août 2022, nous avons fait porté une plainte officielle devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une session spéciale pour pouvoir présenter ces éléments de preuve. Bon, nous sommes en 2025, où en est-on? Bon, le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que nous avons fait une plainte et la France elle-même à ce jour n'a ni dit ni oui ni non à cela. Je pense que s'il y a d'autres déclarations qu'on veut faire, je pense que c'est mieux qu'on ait cette session. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que nous avions mis en cause la responsabilité de certaines puissances par rapport au soutien au terrorisme. Aujourd'hui, le directeur national du renseignement américain est sorti publiquement pour reconnaître quand même que des pays comme les États-Unis et certainement d'autres pays occidentaux ont apporté un soutien direct à des groupes terroristes. Donc, je pense que ce qu'on dit à l'époque, que les gens pensaient qu'on était des illuminés, qui sortaient des bois, aujourd'hui, des officiels américains, y compris leur président et d'autres officiels, commencent à admettre. Nous espérons que, nous, on n'a pas de doute là-dessus. Et ceux à qui on parle aussi savent de quoi nous parlons. Donc, c'est une question d'avoir une session ici et là. Ça veut dire que la France même n'était pas seule. Beaucoup d'autres puissances on la met dans la constitution, la formation, l'action de ces groupes terroristes. Comme notre président le dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé comme un instrument de déstabilisation de nos pays. Autrefois, on cherchait des rébellions, on cherchait des manifestations dans les rues, on utilisait les syndicats. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent qu'on fasse, mais subitement, ces groupes sont formés, sont activés pour pouvoir... Ça, le terrorisme est essentiellement un objectif politique qui est visé. Derrière le terrorisme, il y a un objectif politique qui est visé, selon ce que le ministre Abdoulaye Diop est en train de dire dans cette vidéo. Et c'est exactement vrai pour les gens qui ne croient pas. Je vous prie, voilà, de lire un peu le livre de Dr Franklin Yamsi. Il y a beaucoup de preuves qui nous le disent que exactement ce qui se passe en Afrique, c'est non seulement financé et soutenu par les grandes puissances internationales, les grandes puissances occidentales, et à travers les dernières révélations des États-Unis, de Madame Gabbard ou bien de Elon Musk, on se rend compte que tout ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo, c'est réel.
On se demande aussi pourquoi est-ce que quand le Mali accuse officiellement des pays comme la France devant l'ONU et que jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête qui a été commencée pour nous élucider de ce qui en est exactement de toutes ces accusations. Mais vous le savez très bien, si ce n'était que des accusations, il y a longtemps que la France ou bien les pays indexés par les États de l'AES ont très longtemps réagi. Dans cette vidéo, vers la fin, M. Abdoulaye Diop a touché un point qui est réellement intéressant pour nous les Africains, pour nous qui voulons changer notre destinée, parce qu'il a dit qu'on a cherché les colons et qu'il ne veut pas à chaque fois centrer le problème malien autour de la France. Une fois que la France a quitté et qu'ils ont pris leur décision, quel est notre rôle, nous en tant que fils du pays, nous en tant qu'Africains, nous qui rêvons pour que les choses puissent changer positivement. On doit forcément soutenir non seulement la transition, mais aussi apporter des solutions pour que tout puisse aller dans les meilleures conditions. Est-ce que tous les Africains ou bien tous les Maliens qui sont dans cette révolution sont en train de le faire? Point d'interrogation. Quand on voit tout autour avec des politiciens qui veulent coûte que cette transition-là prenne fin et que les organisations des élections soient déjà programmées, je comprends que il est très difficile pour nous les Africains de partir sur une même destinée, de partir sur une même ligne, sur une même directive. Il faut le savoir que aucune révolution n'a réussi sans ces discordes, raison pour laquelle, dans un premier temps, nous avons vu M. Choguel Kogala Maïga qui a soutenu cette transition, qui a même travaillé dans ce gouvernement de transition, mais en fin de compte, qui avait ses propres programmes, son propre agenda politique, parce que il veut diriger le Mali, parce que, en un mot, il veut que cette transition-là prenne fin et que on organise les élections présidentielles. Peut-être qu'il aura la chance de diriger le pays, mais les situations du pays ne permettent pas d'aller aux élections. Tout comme en Ukraine, quand on attend le président Macron dire que l'Ukraine est en guerre, qu'ils ne peuvent pas aller aux élections libres et transparentes. Et c'est la même chose qu'on doit aussi signaler, non seulement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'ils ne peuvent pas aller aux élections parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de sécurité, à des problèmes d'intégrité territoriale où il y a des gens qui veulent complètement la sécession de ces pays, la balkanisation des pays comme le Mali, parce que il y a un groupe qui s'élève, qui disent que et ils veulent l'indépendance d'un côté de la région de Kidal, précisément à Tinzaouaten. Dans ces conditions, on ne peut pas alors organiser les élections. En fin de compte, pour terminer cette vidéo, ce que j'ai retenu, c'est que M. Abdoulaye Diop nous exhorte à tous travailler ensemble dans la même direction. Parce que les colons ne sont plus là. Et c'est nous qui avons cette responsabilité de changer les choses dans notre pays, d'aider nos gouvernements et surtout d'obéir aux règles et aux lois et d'être réellement un citoyen à 100%. Un citoyen à 100% qui est nationaliste, qui aime cette Afrique, qui aime son pays natal, qui va aider surtout les autorités à relever le défi, à dire que on peut avoir une Afrique meilleure sans l'aide des Européens. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette déclaration de M. Abdoulaye Diop sur le plateau Vox Africa. Cette révélation, pour moi, c'est une révélation parce que c'est des choses qui n'ont jamais été dites et je n'ai jamais entendu dans une autre presse ou bien dans une autre vidéo auparavant publiée par M. Abdoulaye Diop. Ici, il est carrément en train de nous dire que on parle de CEDEAO, mais il y a des gens qui pistonnent la CEDEAO, comme le dit M. Laurent Gbagbo. Et cette CEDEAO est là juste pour une figuration, parce que il y a des autorités qui sont venues, il n'a pas dit le nom, mais les voix pour dire que cherchez les Russes et enfin, nous, on va dire à la CEDEAO de vous laisser tranquille, de vous laisser faire le nombre d'années de transition que vous voulez faire. C'est pour dire que toutes ces décisions qui ont été prises par la CEDEAO, c'était des décisions qui étaient dictées. Quelque chose que le docteur Franklin Nyamsi n'arrête pas de répéter en longueur de journée. On se retrouve à très bientôt, mes frères et sœurs, pour une nouvelle vidéo. Et bon vendredi à tous. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta.
King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.